Bonjour Rémi, Bonjour. à quelle heure tu dois te lever le matin? À quelle heure je me lève? Moi, je me lève avec le soleil en ce moment, donc c'est vers 6h30, 7h. Et pourquoi tu dois te lever, j'ai envie de dire aussitôt, est-ce que tu te sens fatigué? Bah, je me sens pas fatigué, mais je me sens dans l'envie d'aller voir mes abeilles et de leur donner le meilleur. Donc, elles se lèvent tôt pour aller butiner, moi aussi. Comment ça a commencé? Parce que tu es apiculteur à Lagny-sur-Marne avec ton frère, raconte-moi un petit peu. Alors, nous, c'était notre grand-père, il avait un terrain à Torigny, juste en face. Et quand on était petit, on allait de temps en temps lui faire un coup de main pour ramasser quelques pommes. Je me rappelle aussi de ses poires de curé, il les appelait comme ça. Des noix. Il avait demandé à un apiculteur, plutôt c'est un apiculteur qui lui a demandé si c'était possible de venir y déposer quelques ruches. Lui il s'est dit bon bah ça va éviter que les gens me piquent mes noix parce qu'elles étaient grosses, je me rappelle, très belles. En même temps bon bah lui ça va lui permettre d'avoir un petit terrain pour pouvoir produire du miel. À chaque fois on allait avec mon frère. Parfois, de temps en temps, ça nous arrivait de nous faire piquer un peu par une abeille parce qu'on jouait autour de ces ruches. Mais surtout, on était content quand à la fin de l'année, l'apiculteur il donnait quelques pots à mon grand-père et que nous on pouvait tremper notre doigt dedans et puis à goûter toutes ces fleurs là, qui avaient été récoltées. C'est quoi, c'est la Madeleine de Proust un petit peu? Le miel de papille? Bah non, mais moi, c'est plus qu'une une Madeleine de Proust. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je refais ce miel et que je me mets à goûter, ça me rappelle plein d'images, plein d'endroits et plein de souvenirs aussi avec mon frère et mon grand-père justement à cet endroit-là, quoi. Pour moi, le miel, c'est un produit brut, naturel, mais ça va être aussi plein de souvenirs et puis plein d'histoires qu'on crée, nous, tous les jours. Mais alors, aimer le miel justement de ton enfance et devenir apiculteur, il y a quand même un monde. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir en faire ton métier? Alors on me dira, t'es le petit parisien et tout ça, mais en me baladant aussi dans le jardin du Luxembourg, en courant autour, parce que à l'époque, là, je préparais un petit marathon, et du coup je faisais des petits tours là-dedans. Comment ça, tu Comment, préparais un petit marathon? c'est en fait, je me disais à l'époque, moi, ouais, c'est un peu compliqué, c'est que je fumais et je me disais, un jour, il va falloir que je puisse courir pour pouvoir prouver à moi-même que je suis capable de faire une longue distance. Et du coup, bah, je passais à côté de ces ruches. Et à un moment donné, j'ai voulu m'y intéresser. J'ai vu qu'il y avait une association qui s'appelait la SCA, qui du coup, elle a pour but de vulgariser un peu l'abeille et puis de faire des cours pour montrer ce que c'est que l'apiculture. Et donc pendant un an, je suis allé là-bas. Mais quoi, du coup, c'est en voyant ces ruches et ça t'a rappelé justement ton grand-père? Parce que des fois, on passe devant les ruches, certes, c'est très joli, mais on n'a pas tous envie de s'arrêter et de pousser le sujet plus loin. Ouais. Bah, c'est vrai que tout de suite, moi quand je vois des ruches, je me rappelle de ce jardin, je me rappelle de mon grand-père. C'est vrai que bah, le fait bon, il y a ce produit, il y a le miel du coup qui est brut en fait, c'est quelque chose qui ne demande aucune transformation, hein, c'est le reflet direct d'un terroir. C'est l'envie du coup en voyant ces ruches. Et aujourd'hui, je me dis, c'est avec Nico, on a voulu faire quelque chose de naturel, de brut, et on s'est rendu compte aussi que les abeilles, ça allait pas forcément super bien. Nous, on s'est dit, vas-y, on va là-dedans. On a envie de faire vivre des abeilles, on a envie de faire vivre un terroir, on a envie de rencontres, on a envie de partager quelque chose. Même bon, pour l'anecdote, avec mon frère, même quand on était tout petit, on ramassait même des noisettes par terre, on les cassait et puis on essayait de les vendre dans la rue. Donc il y a toujours eu ce truc aussi de prendre un produit et puis de le vendre comme ça. Voilà. Et puis aujourd'hui, du coup. Alors attends, parce que du Ouais, coup, on était au jardin du Luxembourg. ouais, Et donc, du coup, tu passes devant ces ruches, ça te donne envie de pousser le sujet plus loin. voilà, ça me donne envie de T'as soutenir. quel âge là, à ce moment-là? Oh là, c'était il y a presque 12 ans, donc j'avais 20, presque la trentaine, 28. Ouais, c'est vraiment 42. Et Et tu faisais quelle formation parce que moi, je ouais. te coupe, mais tu t'étais déjà lancé dans une voie professionnelle en Alors, attendant? moi, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans la télé, en fait. Moi, j'habitais du coup à côté du Jardin du Luxembourg. J'avais une émission qui s'appelait Bibliothèque Médicis. J'étais premier assistant réalisateur. Et puis, tous les mardis, hein, j'allais là-bas. J'avais repéré l'endroit le parc, le Jardin du Luxembourg, sans forcément pouvoir en profiter pendant le travail. Mais du coup, c'est là où après
après, je suis allé courir, voilà, pour m'entraîner un petit peu la course. Et en passant devant ces ruches, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elles font là? Donc on m'a dit, vu que j'étais dans le Sénat pour cette émission, on m'a dit, bah oui, ça c'est les ruches du Sénat. Il y a une association qui s'appelle la SCA qui s'occupe de ces ruches. Et je suis allé les voir. Là-bas, j'ai rencontré Christine, qui s'occupe de faire vivre l'association, qui s'occupe des inscriptions et tout. Puis elle m'a dit, bon, bah faut te pointer à je crois, 8 heures au Jardin du Luxembourg à telle heure pour pouvoir faire ton inscription. Bon, fais attention à beaucoup de monde. Et donc je me suis levé à 6h30. J'avais cette envie, j'avais cette envie de voir, d'ouvrir des ruches, de me rappeler, ça me rappelait aussi plein de souvenirs de quand j'étais jeune, et ça m'a motivé, et je me suis dit, allez vas-y, je le veux, j'y vais. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu as l'ambition, l'envie en tout cas, de devenir apiculteur vraiment professionnel pour le coup? À ce moment-là, j'ai envie de me dire, avec Nico, on va se prendre quelques ruches, et puis on va faire notre miel pour et faire revivre ce terrain à Torigny, lui remettre des abeilles et me retrouver ce miel que j'avais quand j'étais petit, mais après pouvoir aussi un peu en distribuer à la famille et aux proches autour de nous. Pour l'instant, on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas du tout dans quelque chose de gros, parce que sinon on aurait pu aller voir des banques, se dire oh, allez vas-y on investit et tout. Bon, là on prend une dizaine de ruches sur le bon coin, on va les chercher avec une remorque. En parallèle, moi je commence à prendre ses cours. Et puis on attrape, je prends en contact avec un apiculteur juste à côté de chez nous, Monsieur Poyot, qui du coup est d'accord pour que je l'accompagne aussi avec lui en parallèle de ses cours au Jardin du Luxembourg. Et lui était un peu vieux. Souvent on peut aller chercher des essaims. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les essaims. Ah, tu peux expliquer. Ouais, c'est des milliers d'abeilles qui sortent ensemble avec une reine d'une ruche. Qui vont se fixer sur une branche d'arbre, souvent, et donc ça fait une espèce de grosse grappe de raisin là, qui descend parfois de la taille d'un ballon de rugby, voire plus. Et de là, il y a des exploratrices qui partent pour aller chercher un endroit qui correspond d'un point de vue volume, humidité. Et donc elles font ces allers-retours, elles se mettent d'accord, et puis au bout d'un moment, elles décollent pour aller jusque dans cet endroit-là. Donc parfois en ville, ça peut être une cheminée, ça peut être un tronc d'arbre, ou sinon ça peut être une ruche que nous on a mis piège, on va appeler ça, on peut récupérer un essaim. Et avant qu'ils partent, souvent, c'est là où on les voit. On a des personnes qui nous appellent, ah j'ai vu un nuage d'abeilles qui est arrivé. Donc à ce moment-là, elles sont pleines de miel, plutôt inoffensives. Hein. Nous, on peut se balader au milieu comme ça, sans protection, mais moi je vous conseille toujours de vous protéger. Et du coup, elles font cette grappe. Donc on se retrouve dans cet univers avec toutes ces abeilles qui volent. Il y a des sons de partout, ça virevolte. Elles sont chargées de miel, donc elles sont un peu disgracieuses. Elles arrivent, elles vous rentrent dedans. Parce qu'en même temps, qu'est-ce que vous faites là d'un coup sur leur chemin, et on peut cueillir, on appelle ça cueillir cet essaim, donc on le récupère dans une ruche. C'est ce qu'on a fait avec Nico, parce que Monsieur Poyot, lui, étant vieux, il n'avait plus envie de se suspendre à des arbres, dans des endroits, donc il nous appelait, il fait, ah ouais, il y a un essaim à cet endroit-là. Mais tu savais faire? Bah non, comment tu as appris? Parce qu'on aurait peur de se faire piquer. Nous, on avait peur aussi, mais du coup, on s'est acheté vite une combinaison. Vu que je faisais des cours en parallèle, je commençais à appréhender ce que c'était que l'abeille. Je commençais un petit peu à la connaître, parce qu'en fonction, par exemple, des conditions climatiques, du vent, de la pluie et de l'heure de la journée, c'est peut-être plus facile de les approcher. Mais forcément, au début, on se fait toujours un petit peu piquer, parce qu'on n'est pas forcément adroit, on n'a pas les gestes et les réflexes. Au fur et à mesure, ça rentre, ça vient, mais au début, on est aussi un peu maladroit, comme cette abeille pleine de miel qui va essayer de trouver sa nouvelle maison, quoi. En tout cas, ça t'a pas freiné le fait de te faire piquer, parce que tu as des gens qui ont vraiment peur, quoi, des abeilles, des guêpes, voilà, tout ce qui pique. Toi, ça t'a pas freiné? Non, puis en même temps, moi, je trouvais ça comme un petit défi supplémentaire. Le fait de me dire que elles vont me corriger si jamais je fais quelque chose qui leur va pas. Et en même temps, je sais que pour elles, c'est le sacrifice ultime. C'est-à-dire que contrairement à la guêpe qui elle a un aiguillon, c'est souvent celle qui vient nous voler notre petit morceau de viande ou le morceau de sucre qu'on a pour le goûter, ou quand on fait des petits pique-niques. L'abeille, elle n'est pas trop intéressée par ça. Souvent, c'est les fleurs qui l'intéressent et le nectar. Mais l'abeille, elle a un dard en dents de scie. Et ce dard, une fois qu'il est planté dans votre chair, il s'arrache, et l'abeille, elle, va mourir, parce que ça l'emporte avec
vente de venin. Donc elle va pas piquer pour vous faire mal, c'est parce qu'elle se sent en danger. Et c'est son sacrifice pour sa colonie, pour préserver sa colonie. Donc conscient de tout ça, il faut savoir, donc on a un travail, on a aujourd'hui des gestes à faire et tout ça, donc on essaie on utilise de la fumée par exemple pour apaiser les abeilles. Quand on récolte un essaim, on peut aussi mettre un petit peu d'eau, comme ça les fixe, ça évite qu'elles volent dans tous les endroits. Mais maintenant, voilà, on arrive à appréhender, on a toujours des surprises, hein, mais on arrive toujours à appréhender la chose. Donc parfois les essaims peuvent être au milieu de la rue, en face d'une boutique, donc on fait un petit périmètre de sécurité pour éviter que les curieux s'approchent de trop, mais bon, souvent ça s'est toujours très bien passé. Voilà, nous, les abeilles, on se fait piquer quelques fois par saison, mais c'est des manques d'attention. Alors du coup, tu es chez ce monsieur avec ton frère. Ouais. Moi, je reviens, du coup, je reprends le fil. Non, mais t'inquiète pas. C'est le fil rouge. J'ai envie de te poser la question, pourquoi avec ton frère, tu aurais pu faire ça aussi tout seul? Frère, parce que on est assez proches, hein, on a à peine 18 mois d'écart, et quand on était jeune, on a toujours eu l'habitude de faire les choses ensemble, on avait les mêmes amis, on avait les mêmes activités, on se retrouvait souvent, et lui, il a fait tailleur de pierre, mais on a toujours eu un très bon contact. On s'est toujours bien entendu. Quand on était petit, là, on vendait notre petite noisette, on a toujours eu envie de créer, je pense, quelque chose ensemble. Et ça a été l'opportunité de se dire, on reprend à la famille ce petit verger, mais en même temps, on le fait aussi revivre, on permet de recréer ce miel. Et au début, on ne savait pas que ça allait aller jusqu'à aujourd'hui, nos plus de 200 ruches qu'on a. C'était juste pour faire ce miel qu'on distribuait après à la famille, aux copains. Au début, c'était être amateur finalement. C'était en train de devenir une passion. Voilà, c'est ça. C'était une curiosité, je dirais pas jusqu'à une fascination, mais on était super intéressés par cet insecte qui vit en société, qui essaye de pérenniser sa colonie, qui arrive à trouver un langage grâce à des phéromones. On est aussi très intéressés par le vivant, par la nature. C'est aussi cet insecte qui aujourd'hui nous fait un peu un état des lieux de ce qui peut traîner, comment peut évoluer notre environnement. On l'appelle d'ailleurs la sentinelle de l'environnement, l'abeille, parce qu'elle prend de plein fouet toutes ces choses. Et nous, on avait envie de préserver aussi ça. On n'a pas envie de voir toutes ces abeilles mourir. Donc c'est aussi déjà à l'époque, avant que ce soit professionnel, tu avais déjà cette sensibilité à la sauvegarde, on en reparlera, mais des abeilles et du besoin par rapport notamment au réchauffement climatique, de faire quelque chose, de t'engager? Oui, bien sûr. Alors il y a les pesticides qui peuvent être aussi une des sources, c'est multifactoriel pour l'abeille. Hein. On a les pesticides, on a le varroa qui est un acarien qui vient d'Asie, qui vit dans les ruches, qui les affaiblit. On a le réchauffement climatique avec du coup des grosses pluies ou des gelées à des mauvais moments, des réchauffements plus importants à d'autres qui font varier du coup les récoltes d'une manière importante, donc il faut se réorganiser, retrouver d'autres lieux. Il y a aussi la destruction malheureusement des habitats des abeilles, parce qu'après, moi quand je parle d'abeilles, je ne vais pas parler forcément que de mes abeilles, je vais parler aussi des milliers d'abeilles qui existent, des abeilles solitaires qui sont aussi en danger, et puis elles par exemple, elles vont faire un petit nid dans une branche d'une fleur qui pousse. Si on coupe cette fleur-là, l'abeille disparaît avec et c'est terminé. Donc mon frère là, a arrêté du coup la taille de pierre pour faire que ça. Là aujourd'hui, donc du coup, ça nous demande de nous engager encore plus dans cette voie et de produire du miel pour pouvoir en vivre. Et ça, c'est différent par exemple d'une apiculture où vous avez une ruche au fond de votre jardin, où là, c'est juste pour consommer. Là, il faut réussir à rationaliser l'ensemble, tout en préservant l'insecte, parce qu'en fait, c'est une relation à plusieurs, l'apiculture. Vous avez l'apiculteur, les fleurs et les abeilles, et il faut que tout ça coïncide bien ensemble pour pouvoir produire ces hausses de miel sur lesquelles on se trouve, quoi. Après, il faut vendre votre miel, il faut faire la promotion de votre miel, parce que nous, on veut vendre tout en direct. C'est aussi, on veut un produit local qui se vend en local.
On ne veut pas faire des gros fûts qui vont partir et être dénaturés, on veut vendre un miel authentique, et donc ça nous demande aussi beaucoup de travail. Donc, Du coup, uniquement depuis ta boutique, en tout cas ton atelier, plutôt la miellerie à Lagny, c'est pas dans les magasins, les petits magasins de Lagny, on le trouve que ici. Tu vas le trouver aussi à l'office du tourisme de Marne-et-Gondoire. Après, voilà, c'est la miellerie, c'est aussi une grosse part, c'est les réseaux sociaux avec TikTok, Instagram, Facebook. On raconte toute notre histoire là-dessus, et ça te permet à des personnes sur les réseaux sociaux d'avoir accès à un producteur en direct, et du coup, et une histoire. Donc nous, on raconte notre histoire, on leur montre ce qu'on fait, comment on le fait. Eux, ils adhèrent ou ils adhèrent pas, mais souvent, ça a un bel impact chez les personnes de pouvoir avoir accès directement aux producteurs, et du coup d'acheter leur miel en direct. Donc on fait des petits paquets qu'on envoie partout en France et même en Europe, parce que du coup on a envoyé du miel en Espagne, en Belgique, grâce aux réseaux sociaux. Et puis il y a ce qui est très important, c'est notre miellerie, où là les personnes viennent en physique, peuvent goûter le miel. On fait aussi dans ce développement pour la planète du vrac, c'est-à-dire vous pouvez venir avec votre pot, et nous on vous propose quelques miels en vrac, vous pouvez remplir vos pots. Et le contact client, c'est toujours sympa d'entendre parler, de prendre des nouvelles de telle et telle personne. C'est de la pédagogie aussi, c'est-à-dire autant les réseaux sociaux que le fait d'accueillir les gens ici à Lagny pour sensibiliser justement à la cause de l'apiculture, des abeilles, de ce qui se passe par rapport au réchauffement climatique. Nous, ça nous permet du coup aussi de pouvoir parler de ça. Là, on est sur un projet, là, c'est de faire pour tous les marchés. On va faire des marchés de Noël, on fait des marchés dans certaines villes et villages autour où on a des ruches, et on va restaurer là un ancien Citroën Type H, qui est un peu un marqueur du terroir et de la campagne. On va le restaurer pour en faire notre camion à miel, notre miellerie ambulante. Ah super. Donc on se déplacerait avec ça, et ce qu'on veut nous, c'est aussi attirer l'œil à travers notre produit, à travers ce camion. Là, une grosse abeille pédagogique aussi qu'on a à côté, c'est de parler de la pollinisation et de parler des insectes pollinisateurs. En plus de ça, donc il y a ce côté de ce produit à vendre, mais il y a aussi toute cette sensibilisation, parce que c'est très important pour nous. Ces abeilles, alors quand je dis pour nous, c'est nous, êtres humains sur Terre, on a besoin de ces abeilles pour manger, on a besoin de ces abeilles pour avoir des produits moins chers dans nos supermarchés, et même, moi j'encourage plus à aller chez le petit producteur du coin pour vous nourrir, même si c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais trouver des vrais produits, trouver des histoires à proximité, c'est important, et les abeilles elles font partie de ce maillon de la biodiversité qui est très important. Nous, est-ce que tu peux je te coupe Rémi, parce que je pense que les gens n'en ont pas forcément conscience. Est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi l'abeille, ça va, tu te sens bien, ça ouais, c'est bon. On peut couper, hein, Non, pas. Est-ce que, parce que c'était une de mes questions importantes, Okay. Même si on parle de ton mental et de ton parcours, j'aimerais bien en profiter pour un petit peu sensibiliser les gens en fait à cette situation par rapport aux abeilles. Pourquoi elles sont autant importantes dans la préservation de notre alimentation, en fait, finalement? Alors, elles nous permettent d'avoir une alimentation diversifiée, et puis elles permettent aussi de faire une pollinisation à moindre coût. En fait, il faut s'imaginer que les abeilles, c'est des superbes butineuses, contrairement par exemple à un bourdon qui va butiner de manière grossière. L'abeille mellifère, elle va être très précise. Elle va aller dans certaines plantes qu'on dit mellifères, elle les intéresse par rapport à leur production en nectar et en pollen, mais c'est que ces fleurs aussi, elles permettent à l'abeille de pouvoir y venir. Par rapport à la taille de sa langue, elle va pouvoir aller au fond de la fleur pour pouvoir récupérer le nectar de certaines plantes. Et pour certaines fleurs de grande culture, comme le tournesol, comme le colza, ou même pour la production de semences, comme des carottes, parce que là par exemple on vient de ramener un miel de carotte, et on a travaillé avec un agriculteur qui lui fait des semences, de la carotte ancienne là, de Nantaise, et on a déposé nos ruches là-bas, et il a fait c'est super, vous allez pouvoir faire du miel de carotte, et puis moi ça va me permettre d'augmenter ma quantité de graines, donc le taux de fécondation des graines, elles vont être meilleures, et il va avoir une plus grosse quantité de graines. Et tout ça pour pratiquement rien, parce que c'est pas, les frais sont pas importants. Si jamais les abeilles disparaissaient, les pollinisateurs disparaissaient, il faudrait, je sais pas moi, par exemple, prendre des prestations de drones,
pollinisés à la main. En Chine, il y a des vergers de pommes qui sont pollinisés à la main. Ça demande beaucoup de travail. Et donc, Un peu comme la vanille aussi, c'est ça, avec le pistil. Mais bon, exactement, plus de pollinisateurs. c'est la Du coup, vanille, après, c'est tout. C'est un ingrédient, c'est un produit. On ne peut pas faire ça avec toute notre alimentation. oui, mais bon, du coup, la vanille a une valeur qui est, C'est ça. c'est très cher, Oui. donc ça vaut le coup. Mais pareil, si on n'a plus de pommes mais qu'il faut les polliniser à la main, on le fera, mais elles seront beaucoup plus chères, donc personne ne Sauf pourra qu'il y a avoir tous les fruits le et même légumes, accès. quoi. Voilà, ça passe par les pommes, les poires, c'est le colza par exemple, le tournesol, les semences, hein, les oignons, il y a les carottes. Voilà, et après, c'est aussi, il y a certaines abeilles autres que mellifères qui vont avoir des interactions avec certaines plantes. La plante existe parce que cette abeille existe et inversement. Donc si un des deux disparaît, ça disparaît. Donc il faut imaginer que si les abeilles disparaissent, on se retrouve à manger des pommes de terre. Vous n'avez plus la même variété de fruits, de légumes dans votre assiette. Même les légumes, ça va commencer à être un peu difficile. Et puis quand vous baladerez, vous verrez que du vert partout. Vous n'aurez plus les petites fleurs. Vous en commencerez à plus entendre d'oiseaux parce que les oiseaux se nourrissent aussi d'insectes. Donc s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux. Et après, on se retrouve dans un monde fade. Je ne sais pas si on a encore envie de vivre là-dedans après. Donc c'est plein de petits détails, mais qui font que quand vous sortez de chez vous, vous savez cette petite abeille qui passe, qui vous fait un petit son, là, comme on entend parfois, là, qui arrive autour de nous, ce petit oiseau qui chante, et si ça disparaît au fur et à mesure, c'est notre vie, notre âme qui disparaît. Pour moi, c'est très important. Ça me fait penser du coup à cette mobilisation il y a quelques semaines, quelques mois, par rapport à la loi Duplomb qui a souhaité réintroduire ce néonicotinoïde. Alors j'ai toujours du mal, néonicotinoïde. Néonicotinoïde. Voilà. Où tu t'es mobilisé notamment sur les réseaux sociaux, comme plus de 2 millions de personnes. Vous étiez, vous, apiculteur, en première ligne sur cette histoire, sur cette vaste problématique. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots justement là-dessus? Ouais, nous, moi, en tout cas, apiculteurs, on est toujours mobilisés sur les questions de pesticides, hein, qui sont un des problèmes pour exercer notre métier et pour la santé surtout de nos abeilles. Le problème, c'est que quand sont apparus les néonicotinoïdes, tout de suite, la mortalité des ruches a diminué, non, a augmenté. Pardon. Le problème, c'est que dès que sont apparus les néonicotinoïdes, la mortalité dans les ruches a augmenté. Et quand on les a fait disparaître, on les a interdits, cette mortalité a légèrement diminué. Parce que quoi, pardon, je te coupe, juste parce que c'est un pesticide en fait hyper chimique et elles sont asphyxiées? Alors, ça s'attaque à leur système nerveux. Alors il y a différentes formes dans la nature. On peut soit le mettre en enrobage autour de certaines semences comme la betterave, soit sinon on peut le pulvériser pour la noisette, les pommes ou les poires. Donc c'est un insecticide qui reste persistant longtemps dans l'environnement. Et ça c'est un problème parce que par ruissellement ça peut contaminer les eaux, ça peut contaminer du coup, c'est un cancérigène probable. Ça contamine nos eaux, ça va se retrouver dans nos eaux, ça reste dans les flaques que vont butiner les insectes. Quand les plantes le matin transpirent, parce qu'on dit oui, les abeilles ne vont pas butiner la betterave, mais tous les insectes en fait viennent autour, se prennent des petites gouttes de rosée d'eau qu'il peut y avoir dessus, et puis après vous retirez la betterave, mais vous plantez quelque chose d'autre après. Si ce pesticide est encore présent, il attaque aussi il continue à attaquer les insectes. Donc ça c'est un gros problème pour nous. On n'a pas envie de vivre dans un endroit comme ça. Les noisetiers, par exemple, les abeilles, elles vont dessus parce qu'elles trouvent du pollen en début de saison. Ça leur permet de pouvoir se développer, de pouvoir augmenter leur taille en début de saison. Si jamais quand il reste ces pesticides-là dedans, ça les fait se tuer. Alors, on ne va pas avoir des intoxications aiguës, mais tout ça, ça peut se mettre dans les cires, ça peut tuer une partie des abeilles, et puis plus les frelons asiatiques, plus certaines maladies, ça fait que les colonies peuvent mourir et s'affaiblir fortement. Et Voilà. ça a un impact sur ton activité professionnelle? Ça a un impact sur mon activité professionnelle, mais ça a un impact aussi, moi en tant que citoyen, j'ai pas envie de manger des produits pleins de ces pesticides-là, j'ai pas envie de dégrader ma nature, mon environnement, et puis de laisser à mes enfants un endroit tout pollué. Là on parle de PCB en ce moment qu'on retrouve dans l'eau, ça sera la même chose. Hein. Donc il y a plein de personnes qui disent oui, si nous on n'en met pas, les autres à côté en mettent. Oui, mais nous on n'a pas envie en fait de détruire nos pollinisateurs et
et nos sols. Oui, alors en Pologne, on en produit, ils produisent aussi du miel, mais qui peut me prouver que les abeilles en Pologne vont mieux que nos abeilles à nous ici? C'est pas vrai en fait. Donc pour moi c'est un problème. Après je comprends le problème de ces agriculteurs qui sont sans cesse avoir des coûts supplémentaires, avoir du mal à vivre de leur activité, et qu'on importe aussi des produits avec ce type de pesticides dessus, c'est aussi, je trouve, plutôt honteux. On devrait trouver un moyen de réguler pour éviter quand on interdit un produit, d'en apporter peut-être un autre qui en a, qui vient d'autre part, et qui est tout aussi nuisible, quoi. Ça ne peut pas du tout se défendre contre le frelon. Alors souvent quand on arrive sur un rucher, on les voit, ils sont noirs, ils avancent super vite. Et ils viennent se mettre en stationnaire devant les ruches. Souvent devant les ruches, les pauvres abeilles, elles font une petite langue où elles essayent de le repousser. Mais le frelon lui attend que les abeilles arrivent. Dès qu'elles arrivent, il les attrape, il prend que ce qui les intéresse et ramène le reste pour nourrir ses larves qui seront les futures reines l'année d'après, parce que le frelon, comme la guêpe, font un nid. Donc un nid, c'est occupé qu'une saison. Après, une fois que les reines sont nées, elles vont s'enterrer sous la terre pour passer l'hiver. On peut faire 300, 400 reines. Et si l'hiver n'est pas trop froid, hop, elles ressortent et puis elles vont refaire des nids partout. Donc on s'en débarrasse jamais. Les nids sont très difficiles à détecter parce qu'ils sont dans les arbres, ils sont en haut des arbres, souvent à l'automne seulement, on arrive vraiment à les voir. Et aujourd'hui, on a quand même une obligation maintenant de détruire les nids. On s'est battu ici, alors c'était proposé par Marne et Gondoire de prendre en charge la destruction des nids. Maintenant, c'est proposé aussi à Val d'Europe, qui est juste à côté. Et du coup, dès que vous voyez un nid, il faut tout de suite le faire détruire. Vous appelez votre commune et eux, ils rentrent en contact avec un professionnel qui viendra et la communauté commune prend en charge la destruction. Voilà, c'est important et pour nos abeilles, mais aussi pour nous, parce qu'on a plein de cas de paysagistes, de personnes qui font de la course, qui se font piquer, et parfois ça peut être mortel, ces piqûres de frelons. Et est-ce qu'on peut arriver à bout justement de cette problématique? Alors il faut qu'on s'organise, faut que tout le monde s'organise, que l'État s'organise mieux. Après c'est pareil, c'est des coûts, mais voilà, c'est une vraie catastrophe. Nous on voit la prédation que ça a sur nos ruches, ça peut faire tomber tout un rucher si jamais on ne fait rien. Donc on essaye de trouver des nids, de mettre des harpes électriques. Donc il y a un gros impact du coup sur nos abeilles qui ont été difficilement chiffrables. Mais j'allais te demander justement s'il y avait une baisse de production ou en tout cas de tes ventes sur ces dernières années, un chiffre qui est parlant. Bon, les 4 dernières années, cette année, ça a été une année un peu plus à miel que les autres, mais qui dit année à miel dit année à fruits. On a beaucoup de fruits, mais il dit aussi année. Voilà, et une année sûrement à frelons. Donc là, on a mis des harpes électriques en protégeant, en disposant nos ruches d'une certaine manière, qui vont réduire cette prédation. On a identifié certains endroits où il y en a moins, donc on déplace nos ruches dans des endroits où, quand c'est trop infesté, on va déplacer nos ruches dans des endroits où il n'y a pas moins de frelons. Voilà, donc c'est encore du travail supplémentaire et ça demande beaucoup d'énergie. Mais justement, en fait, Rémi, c'est que si je te parle des frelons asiatiques, si je te parle de la loi du plomb, c'est également pour savoir si, avec Nicolas, vous avez des moments de découragement, parce que ça donne l'impression d'avoir besoin d'être sur tous les fronts, en fait. Puis il faut aussi en vivre, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. Est-ce que des fois, c'est dur? Des fois, c'est très dur. Des fois, par exemple, quand on a perdu tout ce rucher à Couvray, on était limite en pleurs. On voyait toutes ces ruches qui étaient envahies par les frelons. C'était une catastrophe pour nous, pour nos abeilles, pour tout le travail qu'on avait donné pour justement faire toutes ces colonies, récolter ce miel. Et d'un coup, vous vous retrouvez avec plus rien, quoi. Et donc, plus de bruit d'abeilles que des bruits de frelons. Vous imaginez plus de miel, la saison d'après, plus vos abeilles, et ça c'est vraiment dur. Mais à chaque fois, il y a toujours un mais, et c'est ça qui nous donne envie à chaque fois d'aller plus loin. C'est quoi ce mais Ce mais, c'est les humains qui nous entourent, c'est tous nos clients, tous ceux qui croient dans notre projet, tout ça.
c'est une chaleur humaine qui fait que on a envie de continuer, on a envie de continuer à montrer qu'on fait des bons produits, on a envie de continuer à préserver nos abeilles, on a envie de préserver notre biodiversité, on a envie de continuer à faire marcher ce commerce local. Et c'est ça qui nous redonne la foi à chaque fois. On avait fait une petite cagnotte en ligne, il y avait une journaliste qui était venue, là de la Marne, Julie, juste à côté, qui avait fait un article sur nous. Elle disait créer en même temps une cagnotte, comme ça si jamais il y a des gens qui ont envie de donner, ils donneront. Du coup, rappelle-nous, cette cagnotte, c'était pour pouvoir reconstituer vos colonies? Voilà, pour pouvoir nous racheter des nouveaux essaims d'abeilles. Donc tout le monde nous a aidés à participer à cette cagnotte. Ça nous a fait chaud au cœur. Alors c'est aussi la famille, les amis, mais ça a dépassé bien plus que ça. Et je me rappelle avec Nico, on était là, c'était pour nous, on se pose la question, est-ce que l'année prochaine on reprend ou pas? Et tous ces messages, toutes ces choses-là, ça nous a touchés, ça nous a sans s'y porter, quoi. Et vous avez déjà posé la question, c'est ça? Mais tout de le temps. Continuer. Mais oui, mais après on ne sait jamais comment ça va être. On se demande tout le temps, qu'est-ce qu'on va faire, comment on s'adapte à ça. On prend des charges de travail en plus, et même à chaque fois quand on fait un miel. Par exemple, là, tu as devant toi là, un super miel de thym, la médaille d'or au concours des miels de France. Celui-là, pour le faire, on en passe des nuits sur la route. Un coup, même tu peux prendre. C'est une aventure à chaque fois. Tu peux prendre toutes les précautions qu'il faut, mais boum, il suffit que tu crèves sur l'autoroute et tout de suite ça devient toute une aventure, tout un marathon. Il faut changer le pneu et puis il faut faire attention parce que on a des abeilles, donc il ne faut pas trop les faire patienter. Il faut repartir. Il y a des fois on arrive. Non, pardon Rémi, je te coupe parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est que vous n'avez pas choisi là non plus la solution facile, c'est qu'on a parlé des toutes premières ruches à Torigny, mais entre-temps, aujourd'hui, vous avez 200 ruches, mais pas que en Île-de-France. Voilà, c'est ça. Notre spécialité, du coup, aujourd'hui, c'est la transhumance, c'est d'aller faire des miels monofloraux, rares, qu'on va chercher en France. Là, on revient par exemple avec du miel de sapin du Forez, là, un superbe miel avec un goût bien particulier, mais on va aussi, par exemple, jusque dans les Cévennes. C'est Arnaud qui a racheté un mas perdu sur un causse à côté du Cercle de Navacelle. Le Cercle de Navacelle, c'est une espèce de mini canyon français, là, c'est superbe, c'est splendide, mais c'est aussi les causes des endroits arides avec la nature a très peu de temps pour se développer, mais dès qu'elle se développe, dès que le causse passe l'hiver et renaît, c'est un foisonnement de fleurs, d'insectes. Et moi je suis allé pour son anniversaire là-bas, et puis j'ai vu toutes ces mottes de thym. J'ai fait, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un miel de thym? Il a fait, Banco, vas-y, viens, ramène tes ruches l'année d'après. On s'est dit, un miel de thym, ici, quand on veut en chercher, quand on en cherche, ça vient soit d'Espagne, soit de Grèce. Bref, on ne sait même pas la provenance de ce qu'il y a dans les pots. On s'est dit, pourquoi pas, du coup, nous, faire un vrai miel de thym brut, authentique, qui vient de France. Et on a trouvé l'endroit. Concrètement, comment ça se passe? Vous partez tôt le matin, vous prenez le camion, tu te lèves à quelle heure? Alors c'est toujours très, très dense, et puis ça demande de bien s'organiser, mais ça se prépare même une semaine à l'avance. On décide du jour, on va voir les ruches, on rassemble nos ruches qu'on veut prendre, et puis c'est soit on se lève très tôt le matin, soit on part très tard le soir, parce qu'en fait les abeilles elles se déplacent grâce au soleil. Dès qu'il fait nuit, elles rentrent toutes dans leurs ruches, et nous c'est à ce moment où on peut arriver et puis les déplacer. Donc on les déplace, donc souvent on part très tôt le matin, ou s'il fait trop chaud, ou si c'est les moments des vacances, on va plus se rouler de nuit parce que du coup ça évite d'être bouché de se retrouver dans les embouteillages et puis d'avoir trop chaud pour les abeilles parce qu'elles ont besoin de ventilation, et puis pendant le transport, il faut tout ça se passe bien. Donc c'est un peu comme une petite caravane. On ferme les portes de la caravane, on pose la ruche sur une remorque, et puis hop, on fait tout le trajet souvent d'une traite. Donc pour descendre jusque là-bas, il nous faut plus de 8 heures. On s'arrête pas, juste pour changer de conducteur, et ça repart tout de suite. Mais par contre, dès qu'on arrive là-bas, à chaque fois, c'est un émerveillement, quoi. On arrive dans un lieu où la végétation elle est à pas plus de 30, principalement 30-40 cm du sol. Alors quand on arrive, le thym n'a pas encore fleuri, ou commence tout juste à fleurir. C'est ces petites fleurs avec plusieurs types, mais c'est des petites fleurs violettes là, qui sont partout. Il y a cette partie de vente, on veut vendre tout en direct, donc c'est beaucoup de travail aussi de vente. Du lundi au dimanche?
Il n'y a pas de jour Pas de off. jour, non. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, par exemple, sur TikTok, Instagram, là, et Facebook, on est là constamment. On raconte notre histoire de tous les jours, comme ça nous permet aussi d'élargir notre zone d'achalandise, mais on tombe sur des passionnés aussi, des personnes qui ont envie de protéger et de nous accompagner dans notre métier. Et tous ces followers là, du coup, nous donnent aussi du courage. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont là toujours à nous glisser un petit mot sympa. Il y a des relations qui se créent, c'est assez. Il y en a même qui, par exemple, il y en a qui habitent à Lille, qui vont s'arrêter sur un trajet pour pouvoir nous acheter du miel et venir nous voir, nous passer, nous dire un petit bonjour en miel. Et tout ça, ça nous touche. Et on sait que c'est un effort, mais à chaque fois, nous, ça nous ravit, ça nous donne envie de continuer à faire ce métier, à se donner à fond dans ce marathon de travail où il faut que nos abeilles aillent bien, il faut que nous on puisse produire du miel et en vivre. Et donc du coup c'est constant, c'est tout le temps. Je parlais de jours off, mais de vacances aussi. Mais est-ce que vous avez des vacances dans la mesure où vous devez vous caler finalement sur le cycle de vie des abeilles, le cycle de récolte en tout cas? Ouais, mais on a toujours quelqu'un du coup qui est présent. Okay. Voilà. Ou à un moment donné, on sait qu'on a 2 semaines à ce moment-là de libre. Ça nous permet aussi de partir en vacances. Il y a un petit créneau qui peut, au moment de l'hivernage, en hiver, on peut aussi se reposer un petit peu, mais il faut quand même vendre ce miel, donc c'est tout le temps. Je pars en vacances même, je regarde ma boutique en ligne, j'envoie des bons pour que Nico il puisse faire les colis et puis les envoyer, et puis après, voilà. Je pensais aussi à la partie physique, c'est-à-dire qu'il y a ces hausses ici qu'on voit colorées, dont on parle depuis tout à l'heure, qui permettent de constituer en fait une ruche. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que tu dois souvent les manipuler? Je peux te faire estimer le poids si tu veux, là, il y en a une belle juste là. Je confirme, c'est très lourd. Ouais, t'as presque 2 kilos de miel par cadre là, donc Ouais. Il y a 9 cadres. Ah oui, par cadre, ouais. C'est-à-dire vraiment où on voit les alvéoles. Si il faut s'imaginer un cadre en bois avec à l'intérieur plein de petites alvéoles qui ont été construites par les abeilles. Dedans, elles ont rempli de miel, elles l'ont ventilé pour qu'il ait un taux d'humidité inférieur à 18%. C'est le meilleur moyen de le conserver. Et puis après, elles ont fait comme la porte de vos frigidaires, là, elles l'ont fermé avec une petite opercule de cire qui évite qu'il y ait un contact avec l'extérieur. Et après, en hiver, elles viennent percer la petite opercule pour récupérer ce miel et se nourrir en attendant les beaux jours. Et quand on met le doigt dedans directement, c'est une véritable expérience gustative, là, pour le coup, je confirme. Ouais, et puis regarde, en plus, c'est super. Hein. Moi, j'adore. Du coup, on a aussi là, ce produit qu'on appelle le miel en rayon, donc c'est le miel brut. On découpe juste des morceaux de miel qu'on vend comme ça. Et ça, quand vous prenez, vous croquez dedans, vous sentez, tu vois, un peu comme quand j'appuie mon doigt, là, tu as toutes les petites alvéoles qui se percent, le miel qui sort, ça pétille un petit peu sous la langue, c'est magnifique. Et puis là, tout de suite, tu as le goût, vu que c'est que des miels qui sont récoltés par rucher, sur chaque pot, tu as le rucher, tu as toute l'authenticité de ce miel, toutes les saveurs qui sont là, même très fines, et c'est un pétillement dans la bouche. Hein. Mais c'est vrai que je voulais savoir si c'était finalement un métier physique aussi. Et ouais, tu vois, ce cadre-là, il faut le porter, donc on porte le miel à plein d'étapes différentes. Nos ruches, c'est presque 40 kg par ruche qu'il faut déplacer, on le fait à la main. Et là, quand on va en transhumance, parfois dans des terrains pentus, on va jusqu'en Ardèche pour faire du miel de châtaignier, on va dans les Causses, le miel de lavande, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. À chaque fois, on les recharge, on les déplace, on les ressort, on vient poser ces hausses. Ces hausses, ça va être parfois plus de 20 kilos à porter. Tu as vu le nombre qu'il y a. Imaginons une tonne de miel, on l'a porté déjà dans les hausses, mais après on va le porter pour l'extraire, on va le porter pour le mettre dans les pots, puis après on va le porter pour te le vendre, pour te le faire déguster. Donc tout ça, je crois, c'est beaucoup d'engagement physique. Après avoir fait par exemple 8 heures de route pendant une transhumance, il faut ressortir. C'est pas juste déposer le colis, c'est arriver, souvent débroussailler un petit peu, poser tes petits supports, mettre tes ruches dessus, prendre les hausses vides, les rajouter. Tout ça, c'est beaucoup de manutention. Et souvent, avec Nico, on se regarde juste avant, on met la combi, parce qu'on travaille aussi dans des conditions, on est dans une combinaison pour se protéger des. Il fait chaud dedans dans la combinaison. Il fait très chaud. Hein. Il fait très chaud. Et en fait, souvent, 2 minutes après, boum, tu te retrouves en sueur, parce que c'est très intense, quoi. Hein. Très intense. On essaie de se rafraîchir en se mettant de l'eau à travers la grille, mais
Souvent, il fait très chaud. Ouais, c'est des conditions de travail qui ne sont pas faciles du tout. Mais pour quel résultat? Voilà, le résultat d'un super produit. Et dès qu'on a quelqu'un qui nous dit ah mais votre miel il est trop bon, j'ai redécouvert le goût du miel, je redécouvre un terroir, vous me racontez une histoire et tout ça, mais nous à chaque fois ça, moi, c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous donne envie d'aller plus loin. Du coup, c'est quoi le secret, Rémi? Est-ce qu'il faut avoir du mental justement pour être apiculteur aujourd'hui? Ah, je pense qu'il faut avoir un gros mental, une grosse passion et puis une envie de partage, un partage intense, c'est vouloir faire découvrir et puis ne jamais baisser les bras. Dès que vous avez une déconvenue, aussi grosse soit-elle, trouver la force, et ça vous pouvez la trouver avec la chaleur humaine autour de vous qui vous donne envie de continuer, quoi. Et Et t'as des- toujours été comme ça? Ouais, toujours. Toujours été comme ça. J'ai toujours voulu aller au bout des choses parce que j'aime pas avoir des choses qui sont pas finies, quoi. Il me faut un but de création comment là, le miel, c'est de le voir en pot comme ça. Là, je regarde toutes ces couleurs. Rien qu'en regardant ces couleurs, je suis déjà super content. Je me dis ah mais là, ce miel-là, ah, ben, c'est cet endroit-là, on pensait qu'on n'allait pas en faire, mais on en a quand même déposé, on a poussé le chemin un peu plus loin. Là, par exemple, pour ce miel de sapin, on est rentré d'une transhumance, on était crevés, et puis on s'est dit, bon, allez, ça fait déjà 3 4 ans qu'on essaie de faire du miel de sapin, on n'arrivait pas à cet endroit-là, et on s'est dit cette année, allez, vas-y, on repousse un peu plus. Donc, à nos 16 heures de voiture, on en a rajouté 6 en plus pour pouvoir arriver jusque là-bas, on les a posés, et là, on est revenu il y a 3 jours, ben, c'était plein de miel. Et là, on s'est dit, ah, mais on a repoussé nos limites, on est allé plus loin, et on a réussi à obtenir plus. Et là, avec Nico, on se regarde, on fait, ah, putain, c'est trop bien, on va pouvoir ramener ce super miel. Et surtout que le miel de sapin, c'est un miel qui est plutôt recherché et apprécié. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir le proposer. Parce qu'on peut comprendre qu'il y a des moments justement où t'as pas forcément envie d'aller plus loin, comme tu dis, allez, on y va et tout. Est-ce que c'est le fait justement d'être deux qui permet un petit peu de s'entraider en fait? Bah, la fratrie, je pense elle est importante dans notre métier, hein. Puis on voit souvent les apiculteurs, c'est aussi une histoire de famille. Souvent, c'est là où on peut trouver des proches, des personnes, des agriculteurs aussi, hein. C'est souvent des métiers familiaux. Même si la personne qui est avec vous, elle n'est pas apicultrice, mais elle est quand même dans le truc. Là, c'est avec mon frère, on est engagé à 100% là-dedans. Et on sait, hein, des fois on a des désaccords, des fois on est ultra content, c'est des émotions tout le temps, hein. Comment vous Ça peut être surpassez justement ces désaccords? Comment vous faites? de toute façon, on ravale chacun notre orgueil, et puis voilà, on repart parce qu'on a le but commun, c'est de continuer à faire vivre ces abeilles, faire vivre ce miel et faire vivre notre abeille et miel. Donc on pèse pas les bras, on continue. Est-ce que tu arrives quand même à avoir une vie personnelle à côté? Ouais, elle est toujours centrée. Ah, mais là, je vais avoir telle ruche à déplacer, tel miel à mettre en pot. On pense toujours à ça, mais oui, Tu as une des vie enfants? personnelle. J'ai deux filles, ouais, qui prennent aussi pas mal de temps. Elles viennent juste de rentrer en petite section, donc pour elles, c'est aussi un grand moment. Donc il faut aussi être présent pour les accompagner. Donc souvent, je me lève tôt, puis je rentre un peu plus tôt pour pouvoir les voir. Moi, si je te pose la question aussi, ta vie personnelle, c'est pour un petit peu essayer de trouver les raisons qui font que tu arrives à aller plus loin, même quand c'est dur, quand c'est fatigant. Tu disais avec Nicolas, bah, allez, on va plus loin, allez, on repousse de 6 heures. Est-ce que c'est le fait aussi de penser à sa famille, à sa femme, qui fait que bah, on a envie de donner du sens, on a envie de leur prouver des choses? Alors nous, on n'a pas tellement de choses à prouver, mais c'est vrai que ça fait partie de la chose quand elle me dit ah papa je veux du miel pour mettre dans mon yaourt, sur ma tartine, tout ça, moi, ça me fait toujours plaisir. Alors je sais pas si elle le dit pour me faire plaisir, mais en même temps, hein, voilà, toujours ce petit sourire et tout. Pareil, Nicolas, ses enfants sont fans du miel qu'on fait. Par exemple, là, le miel de lavande est très apprécié. Et nous, voilà, tous ces petits sourires, voilà, c'est ce qui vous donne envie toujours d'aller plus loin. Alors oui, des fois, on doit s'en aller pendant quelques jours pour aller faire une transhumance, mais Et je ça dure pense que combien de temps? souvent on fait ça très rapidement, mais c'est dans 3 jours, Ok. on a fait l'aller-retour. Parfois, ça peut durer, ça dépend
des longueurs des transhumances. Parfois, ça peut durer juste 2 jours ou 3. Voilà. Mais bon, tout le monde est autour parce que tout le monde, du coup, sait pourquoi on le fait et ça a sens, quoi. Finalement, je t'ai posé la question juste tout à l'heure sur le fait, est-ce que tu peux en vivre justement de ton activité d'apiculteur? Est-ce que c'est un peu ric-rac? Bah, c'est toujours ric-rac, et puis on ne sait jamais de ce que ça peut, de ce que l'avenir est fait. Si ça se trouve, là, dans une semaine, je vais avoir toutes mes colonies qui vont mourir. Si j'ai envie bon, une partie de mes colonies qui vont mourir. Si j'ai envie de pouvoir faire du miel tout de suite, il va falloir que je trouve de l'argent pour me racheter des essaims, parce que je ne vais pas avoir assez d'abeilles pour pouvoir et multiplier mes ruches et en même temps produire du miel. Je ne sais pas moi, si ça se trouve, en fait, du jour au lendemain, personne ne va vouloir nous acheter notre miel parce que peut-être c'est un peu cher à produire, et que en ce moment c'est un peu difficile de trouver une pièce pour acheter un produit peut-être d'une qualité normale, plutôt qu'une qualité au rabais. Moi, ce que je comprends aussi. Donc tout ça, après, c'est comme l'agriculture. L'apiculture, des fois vous avez des bonnes récoltes, des fois des mauvaises. Souvent, en ce moment, c'est plus des mauvaises que des bonnes. Donc tout ça, ça rentre dans la balance. Il faut toujours, nous, on se dit toujours, bon qu'est-ce qui va nous arriver l'année prochaine? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre de ça, ou est-ce qu'il va falloir qu'on trouve un autre truc un peu à côté, parce que de temps en temps, Nico, ça lui arrive à refaire un peu de pierre. Moi, ça m'arrive aussi d'aller faire quelques tournages quand on a le temps, mais voilà, est-ce qu'on va pouvoir faire que ça? Mais ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est que je me demandais comment on faisait pour vivre finalement dans cette incertitude, parce qu'on travaille justement avec la nature. Alors, moi, dans mon métier avant à la télé, l'incertitude, elle est tout le temps là. T'es habitué. Voilà. Du coup, c'est quoi le secret, Rémi? Est-ce qu'il faut avoir du mental justement pour être apiculteur aujourd'hui? Je pense qu'il faut avoir un gros mental, une grosse passion, et puis une envie de partage, un partage intense, c'est vouloir faire découvrir, et puis ne jamais baisser les bras. Dès que vous avez une déconvenue, aussi grosse soit-elle, trouver la force, et ça, vous pouvez la trouver avec la chaleur humaine autour de vous, qui vous donne envie de continuer, quoi. Et t'as toujours été comme ça? Ouais, toujours. Toujours été comme ça. J'ai toujours voulu aller au bout des choses, parce que j'aime pas avoir des choses qui sont pas finies, quoi. Il me faut un but de création, ou comment là, le miel, c'est de le voir en pot comme ça. Là, je regarde toutes ces couleurs. Rien qu'en regardant ces couleurs, je suis déjà super content. Je me dis, ah mais là, ce miel-là, c'est cet endroit-là, on pensait qu'on n'allait pas en faire, mais on en a quand même déposé, on a poussé le chemin un peu plus loin. Là, par exemple, pour ce miel de sapin, on est rentré d'une transhumance, on était crevés, et puis on s'est dit, bon, allez, ça fait déjà 3-4 ans qu'on essaie de faire du miel de sapin, on n'arrivait pas à cet endroit-là, et on s'est dit cette année, allez, vas-y, on repousse un peu plus. Donc à nos 16 heures de voiture, on en a rajouté 6 en plus pour pouvoir arriver jusque là-bas, on les a posés, et là on est revenu il y a 3 jours, c'était plein de miel, et là on s'est dit, mais on a repoussé nos limites, on est allé plus loin, et on a réussi à obtenir plus, et là avec Nico, on se regarde, on fait, c'est trop bien, on va pouvoir ramener ce super miel, et surtout que le miel de sapin, c'est un miel qui est plutôt recherché et apprécié, et ça fait toujours plaisir de pouvoir le proposer. Je pense aussi à la partie physique, c'est-à-dire qu'il y a ces hausses ici qu'on voit colorées, dont on parle depuis tout à l'heure, qui permettent de constituer en fait une ruche. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que tu dois souvent les manipuler? Je peux te faire estimer le poids si tu veux, là, il y en a une belle juste là. Je confirme, c'est très lourd. Ouais, t'as presque 2 kilos de miel par cadre, là. Donc ouais. il y a 9 cadres. Ah oui, par cadre, ouais. C'est-à-dire vraiment où on voit les alvéoles. Ouais, alors il faut s'imaginer un cadre en bois avec à l'intérieur plein de petites alvéoles qui ont été construites par les abeilles. Dedans, elles ont rempli de miel, elles l'ont ventilé pour qu'il ait un taux d'humidité inférieur à 18%, c'est le meilleur moyen de le conserver. Et puis après, elles ont fait comme la porte de vos frigidaires, là, elles l'ont fermé avec une petite opercule de cire qui évite qu'il y ait un contact avec l'extérieur. Et après, en hiver, elles viennent percer la petite opercule pour récupérer ce miel et se nourrir en attendant les beaux jours. Et quand on met le doigt dedans directement, c'est une véritable expérience gustative, là, pour le coup, je confirme. Ouais, et puis regarde, en plus, c'est super. Hein. Moi, j'adore. Du coup, on
on a aussi là ce produit qu'on appelle le miel en rayon, donc c'est le miel brut, on découpe juste des morceaux de miel qu'on vend comme ça, et ça, quand vous prenez, vous croquez dedans, vous sentez, tu vois, un peu comme quand j'appuie mon doigt là, tu as toutes les petites alvéoles qui se percent, le miel qui sort, ça pétille un petit peu sous la langue, c'est magnifique, et puis là tout de suite, tu as le goût, vu que c'est que des miels qui sont récoltés par rucher, sur chaque pot, tu as le rucher, tu as toute l'authenticité de ce miel, toutes les saveurs qui sont là, même très fines, et c'est un pétillement dans la bouche. Hein. Mais c'est que je voulais savoir si c'était finalement un métier physique aussi. Et ouais, bah, tu vois, ce cadre-là, il faut le porter. Donc on porte le miel à plein d'étapes différentes. Nos ruches, c'est presque 40 kilos par ruche qu'il faut déplacer. On le fait à la main. Et là, quand on va en transhumance, parfois dans des terrains pentus, on va jusqu'en Ardèche pour faire du miel de châtaignier. On va voilà, dans les Causses, le miel de lavande, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. À chaque fois, on les recharge, on les déplace, on les ressort. On vient poser ces hausses. Ces hausses, ça va être